Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois David Mas, Chief AI Officer chez Make.org. Make.org est une entreprise à mission qui a pour objectif d'engager les citoyens pour une transformation positive de la société. Bonjour David. Bonjour Marc. Alors David, est-ce que tu peux nous dire avec tes mots et peut-être plus de détails ce que fait Make.org ? Nous, chez Make.org, notre mission, c'est vraiment d'engager massivement les citoyens dans l'action collective, dans l'action publique. Et on a deux convictions. La première conviction, c'est que l'intérêt de la technologie, c'est surtout de massifier l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a plein de dispositifs participatifs qui sont très très bien. Le dernier en date, c'est des assemblées citoyennes. C'est très engageant. Les gens qui passent ont une expérience très enrichissante. Ils font des travaux de très bonne qualité, mais ils sont 150. Et la démocratie, c'est quand même une histoire de nombre, c'est de faire participer un maximum de gens. Et on pense que justement, Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, c'est vraiment la technologie qui va permettre d'engager un maximum de gens et donc un peu de délivrer la promesse d'Internet des débuts qui était de faire un espèce de grande agora, de grand forum de la démocratie et qui s'est un peu heurté aux mœurs des réseaux sociaux où on a plutôt des échanges d'invectivation et de haine. Et notre deuxième conviction, c'est l'impact, c'est-à-dire que nous, on fait des consultations citoyennes massives en ligne. Massives, c'est-à-dire qu'on engage entre 50 000 et 100 000 participants typiquement. Et pour les dernières élections présidentielles, on allait jusqu'à 1 million de participants. Vraiment beaucoup de monde. Mais on ne fait pas juste ça pour savoir ce que pensent les gens. On ne fait pas des sondages. Notre objectif, c'est que ça a un impact. Donc, c'est-à-dire qu'on consulte les gens pour avancer et on s'adosse toujours à un projet de changement. Un exemple, on a travaillé avec le ministère de l'économie sur la loi influenceur. Et la consultation, elle avait mené à rajouter des éléments dans la loi influenceur, comme l'interdiction de la chirurgie esthétique ou la prise en compte des influenceurs à l'étranger, à Dubaï, par exemple. D'accord. Alors, j'ai vu le mot réseau social à un endroit. Est-ce que c'est un réseau social ou en quoi c'en serait un ? En fait, nous, on se définit presque comme un anti-réseau social. Ouais. Donc, à la base, on s'est pensé comme un réseau social, comme une plateforme où on agrège les gens pour faire des choses. Mais ce qu'on a constaté, ce qui est au fondement de Make, c'est que les réseaux sociaux, qui auraient pu être un lieu d'échange formidable, et cette espèce d'agora citoyenne dont je parlais et qu'on croyait au début, finalement, qu'est-ce que c'est devenu ? C'est devenu un espèce de lieu de combat idéologique où on s'invective, on s'interpelle, où finalement les gens sont hyper fragmentés dans des bulles d'opinion et quand ils se rendent compte, c'est simplement pour se confronter. Ouais. Et donc, ça amène pas à quelque chose de très constructif. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gens sur ces réseaux sociaux, sur ces plateformes, et on les amène dans un lieu où ils peuvent avoir un débat constructif et faire quelque chose d'utile. Donc, c'est un peu plutôt ça qu'on fait. Et donc, on essaye de faire une expérience qui est compatible aux réseaux sociaux, donc qui est proche de la simplicité de ce qu'on a sur les réseaux sociaux, mais qui amène à quelque chose d'utile. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va te confronter à la vie des autres, tu vas pouvoir t'exprimer, dire si tu es d'accord, pas d'accord, tu vas pouvoir donner ton propre avis. Et à la fin, on va agréger tout ça de façon à en faire quelque chose d'intelligible pour que le décideur puisse le mettre en action. Ok. Alors, pour bien comprendre concrètement le cheminement, on va sur make.org. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Alors, l'expérience courante chez Make.org, c'est que tu es sur ton réseau social, tu vas avoir passé une publicité, en fait, et qui va t'interpeller sur un sujet, par exemple, sur la violence faite aux femmes, ou là, ça pourrait être sur l'immigration. Et donc, si tu as envie de réagir, tu vas cliquer et tu vas arriver dans ce qu'on appelle une séquence. Donc, on va commencer par te montrer 12 propositions d'autres citoyens. Et là, tu vas pouvoir interagir très simplement, juste en donnant ton avis, en votant pour, contre. Tu fais un peu plus que voter pour ou contre, tu peux dire aussi, exprimer un peu pourquoi, tu peux qualifier, tu peux dire parce que je trouve cette idée géniale, ou je suis d'accord, mais bof, on est tous contre la guerre, mais bon, ça va pas très très loin. Et puis après avoir vu 5-6 propositions, on va te proposer de faire ta propre proposition si tu as envie. Et à ce moment-là, si tu en fais une, elle sera montrée aux autres. Et on va après avoir un mécanisme qu'on appelle d'émergence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier grâce au vote des autres citoyens quelles sont les propositions qui peuvent venir de n'importe quel citoyen lambda, qui soit sont les plus consensuels, soit les plus controversés. D'accord. Les citoyens, ça veut dire qu'il faut quand même être inscrit. Alors, ou c'est le navigateur ? Non, pas du tout. En fait, on n'a pas besoin de s'inscrire. L'idée, c'est qu'on fait un onboarding très léger. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'inscrire uniquement quand on fait une proposition. Et en fait, après, comme on a un très grand nombre de gens et puis qu'on a aussi un mécanisme aléatoire de présentation des présentations, en fait, on est assez bien protégé contre les tentatives de manipulation. Et puis, on a 2-3 algorithmes qui vérifient qu'il n'y a pas d'attaque synchronisée pour altérer le résultat. Ce qui fait que ça nous permet de prendre l'avis des gens sans leur demander de connexion. D'accord, ok.
Alors, c'est quoi la nature des données que vous manipulez, du coup? Alors, côté IA, le principal, nous, ce qu'on a, c'est des données textuelles. Donc, on a les contributions des citoyens. La forme principale, c'est ces fameuses propositions citoyennes en 140 caractères. C'est la taille d'un tweet ancienne génération. On a d'autres formes d'expression. On a notamment les votes qui sont plus quantitatifs. Et puis, on a sur d'autres plateformes, on peut aller plus loin avec des commentaires plus riches. Mais côté IA, nous, ce qu'on travaille surtout, c'est le texte. Donc, on fait beaucoup de NLP. OK. Et côté analyse de données, est-ce que tu peux nous partager un peu des décisions prises Alors, data-driven? on fait deux types d'analyse de données. Déjà, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on synthétise ce qu'ont dit les citoyens pour en faire des rapports. Et là, on va faire du clustering automatique et de la classification pour un peu identifier les thèmes principaux, ranger les propositions des thèmes et puis éventuellement les regrouper par idée. Donc là, on a du NLP classique. Et puis, on essaie très data-driven parce que nous, donc on fait de l'acquisition sur les réseaux sociaux. Et donc, on vit et on meurt par les métriques d'acquisition. Donc, on monitore très fortement ces métriques. Et un des changements les plus impactants qu'on a eu là-dessus, c'est on s'est rendu compte qu'après ces 12 votes, on perdait beaucoup de gens. Après les avoir fait voter, on les envoie normalement sur une interface plus ouverte où ils peuvent explorer les propositions. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près la moitié des gens qui n'allaient pas dans ce nouvel espace et la moitié des gens qui partaient directement sur cet espace. Ouais. Et on l'a remplacé, on a juste proposé aux gens de refaire une séquence. Et là, d'un coup, 30% des gens se sont mis à refaire une séquence. Choisit directement pour l'utilisateur la séquence d'après. Ouais, dire on en refait une. Ah, ça m'a plu, je recommence. Et là, on a fait plus 50% sur le nombre de votes par utilisateur. Ouais. Donc voilà. Okay. Mais on est tout le temps à regarder nos métriques et à les optimiser. C'est pas passionnant, mais le travail de l'acquisition, c'est un travail d'un peu de fourmi, très data-driven au quotidien. Ok, alors donc, du coup, il y a un gros enjeu de quelle proposition on pousse. Ouais. Puisque dans le fond, il y a cet enjeu démocratique derrière. Il y a quelque chose, il y a, on va dire, des maths très profondes derrière tout ça. Comment est-ce que fonctionne votre algo d'attribution, comme les 12 propositions que moi je vais voir, comment elles vont être choisies et quelles sont les contraintes, les objectifs aussi que vous avez dans cet algo? Alors ça, c'est vraiment une composante essentielle de la plateforme. On a plusieurs enjeux, missions que donne à cet algorithme. La mission globale, c'est dire il faut que tous les gens qui font des propositions aient une chance égale d'émerger, c'est-à-dire même qui qu'on soit, et si on fait une proposition, il faut qu'on ait une chance égale d'être sélectionné parmi les plus consensuels et les plus controversés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut randomiser, parce qu'on ne veut pas que les gens, on veut que ça soit un peu... qu'on puisse interpréter ce qui en sort, donc que ça soit proche d'un sondage, donc on veut randomiser la présentation. Et puis on se veut aussi... non seulement randomiser, on veut éviter que les propositions qui arrivent plus tard dans la consultation soient désavantagées. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les plateformes qui n'ont pas ce genre d'algorithme. Même si on randomise simplement, si tu es là depuis plus longtemps, tu joues plus, tu as plus d'exposition. Donc on veut contrer ça. Et puis nous, ce qu'on voulait en plus, c'est avoir un peu de robustesse statistique. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a environ 200 votes par proposition sur la plateforme et qu'on aimerait que celles qui émergent, les meilleures, elles s'approchent de 1000 pour rapprocher un sondage. Et donc, on aimerait un algorithme qui enrichisse, qui donne plus de votes aux meilleurs de façon à ce qu'elles soient un peu plus fiables statistiquement. Voilà, donc ça, c'était les contraintes. Et donc, en fait, on l'a recasté comme un problème d'exploration et exploitation un peu adapté. Oui, c'est-à-dire que quand vous voyez que quelque chose plaît beaucoup, vous avez tendance à dire il faut le proposer souvent, puisque c'est probablement c'est un bon candidat pour être une des conclusions de la consultation. Exactement. Là où, quand une proposition est fade, comme non à la guerre, tout le monde est d'accord, mais ça fait pas avancer le débat. Là, vous allez petit à petit la faire tomber aux oubliettes. C'est exactement ça. Et donc, le problème, c'est d'abord d'avoir une métrique qui permet de détecter c'est fade, c'est pas fade. Donc là, on utilise à la fois, évidemment, les votes pour contre, mais ces fameuses qualifications qui disent c'est un coup de cœur ou c'est une banalité. Donc, les gens peuvent dire celle-là, elle est bof. Et donc, on va utiliser ça dans un espèce de score composite. Et ensuite, sur la base de ce score, on va essayer de faire tourner cet algorithme, en fait, qui est un algorithme d'apprentissage par renforcement. C'est un problème. En fait, ça ramène à un problème mathématique classique, qui est le problème d'exploration-exploitation. L'exploration, c'est j'ai des propositions qui arrivent. Est-ce qu'elles sont bien intéressantes, pas intéressantes? Est-ce qu'elles sont saillantes ou un peu banales? Et puis ensuite, une fois que je le sais, j'en mets plus sur celle-là. Mais j'ai de l'incertitude parce qu'au début, j'ai pas beaucoup de gens qui ont voté, donc je sais pas. Et l'algorithme qu'on a choisi, un des algorithmes standards qu'on a choisi pour répondre à ça, c'est le Thompson sampling, où en gros, il y a deux ingrédients. Il y a la mesure actuelle de la qualité de la proposition et puis l'incertitude dessus. Et l'idée du sampling, c'est qu'on va tirer au hasard une valeur
de qualité à la proposition. Et quand on est très sûr de nous, quand il y a beaucoup de votes, finalement, ce tirage au sort va rester très proche de la valeur d'origine. Et donc, elle va rester parmi les meilleures. Et puis, quand on est très peu sûr, on peut prendre à peu près le tirage au sort peut prendre à peu près n'importe quelle valeur. Et finalement, une proposition nouvelle, elle peut être parfois parmi les meilleures, parfois parmi les mauvaises. Donc, parfois être sélectionnée dans les 12, et parfois pas sélectionnée. Et puis ensuite, on a adapté cet algorithme, notamment pour éviter ce biais des premières arrivées. En fait, on en prend un peu plus que nécessaire et on va privilégier celles qui sont les plus récentes et qui ont le moins de votes, de façon à rééquilibrer au fil de l'eau la donne pour que les plus récentes des propositions ne soient pas désavantagées. Ok, parce que le problème avec l'algo initial, c'est que au tout début, il n'y a pas de grands favoris, donc les nouvelles propositions ont beaucoup de chances d'être tirées, et au bout d'un moment, il y a des grands favoris, et donc les nouvelles ont moins de chances d'être tirées, c'est ça? Alors, en fait, ce qu'il y a surtout, c'est que le problème classique de l'exploration et l'exploitation, ça part avec un certain nombre de propositions, mais qui est donné au départ. C'est pas prévu que ça arrive au fil de l'eau. Donc, tous les algorithmes, toutes les preuves mathématiques te disent, si tu as un set de propositions et que tu le fais tourner en algo, exponentiellement, ça converge à un résultat optimal. Bref, tu minimises le regret, c'est optimisé sur des notions mathématiques adéquates. Mais nous, ça arrive au fil de l'eau, et donc il faut qu'on corrige ça. Et donc on a corrigé ça effectivement en donnant l'avantage aux plus récentes, de façon à ce qu'elles rattrapent en fait leur retard, qu'on les fasse gagner plus souvent pour qu'elles aient plus de votes. C'est ça le problème. Et ça, c'est quelque chose qui n'est ni réglé dans l'algo standard, ni sur les plateformes classiques, où on se contente d'un tirage au sort. Et comme je disais, si tu es là depuis longtemps, tu as plus d'exposition et tu as plus de chances de sortir parmi les meilleurs. Ce qui fait que, en gros, si tu veux être pris en compte dans le rapport final, il faut participer les 2 premiers jours, alors que nous, tu peux participer dans les derniers jours et sortir quand même. Et comment vous réglez un peu ce gain Alors, ça a été très empirique. En plus, c'est pas évident parce qu'on est sur les algos probabilistes. Donc, on a fait beaucoup de simulations. On prédéterminait des scores de propositions, on faisait un scheduling, un planning d'arrivée des propositions, puis on vérifiait que les bonnes qu'on savait qu'on avait mis à la fin émergeaient quand même, ou du moins émergeaient suffisamment souvent, parce que tout est probabiliste, donc une bonne chance d'arriver. Donc on a beaucoup validé ça par simulation. Et puis après, on a dû le valider en vrai, parce qu'on fait des modèles quand on simule, on fait des modèles de la réalité, puis la réalité est très différente. Et donc là, le vrai challenge, le vrai défi, c'était de s'assurer que dans la vraie vie, ça se passait comme dans la simulation. Et donc, il fallait trouver des métriques pour monitorer. Et on a pas mal tâtonné là. Et finalement, je suis arrivé à 2 visualisations extrêmement simples et claires. J'ai pris des quantiles de score, et je regardais le nombre de votes moyens en fonction des quantiles de score estimés. Et donc, et là, ce qu'on voyait, c'est une espèce de courbe comme ça qui est croissante. C'est-à-dire que les 10% qui ont le meilleur score avaient 3 fois plus de votes que la moyenne, alors que les 10% qui avaient le moins en avaient 3 fois moins. Et ce que tu vois, c'est qu'au fil de l'eau, ça part à peu près équilibré. Et puis, tu vois l'algorithme qui creuse la différence entre les meilleures et les moins bonnes. Et donc, quand ça se passe bien, tu vois cette exponentielle qui se crée. Ça, c'était la première vérification pour vérifier qu'on arrivait bien à donner plus de votes aux meilleurs. Et puis, pour vérifier le désavantage du temps, tu fais des quantiles par date d'arrivée. Et là, tu vérifies que ça reste flat. Donc, tu vois souvent que le dernier quantile, les derniers arrivés, ils ont moins de votes en moyenne que les autres. Et puis, progressivement, ils rattrapent. Et donc, ça, avec 2 visualisations très simples, qu'on a mis du temps à trouver, on avait un check très rapide que ça se passait aussi bien qu'en simu. Ok, ouais, vous partez de l'hypothèse que les bonnes propositions ont autant de chances d'arriver au début qu'à la fin. Ouais. Et vous vérifiez, ouais. Est-ce qu'elle est raisonnable, cette hypothèse? Je te taquine un peu. Est-ce que les bonnes idées, elles arrivent Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, nous, c'est que on pourrait imaginer qu'un débat, c'est des gens qui reviennent et qui partent. En fait, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'on attire les gens. Et en fait, les gens, quand ils débarquent à la fin, eux, ils ont l'impression qu'ils viennent de savoir que le débat existe. Et finalement, tu leur montres 12 propositions, ils n'ont pas l'ensemble du débat. Donc, ils sont quasiment à égalité avec ceux qui arrivaient tout au début. Et donc, ils sont potentiellement aussi intéressants que ceux du début. Oui, parce qu'en fait, une question que je me pose qui est importante pour comprendre ça, c'est qu'est-ce qui se passe si je propose quelque chose? Donc moi, on m'a proposé 12 choses. Il n'y avait pas ma proposition, mais ma proposition, elle existe. Mais elle ne m'a juste pas été proposée. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous fusionnez ma proposition avec celle qui, en fait, était très proche? Alors, en fait, au début, on voulait dédupliquer.
Et qu'on s'est dit, on n'a pas envie que les gens nous disent qu'à soit la même idée, ou alors on voulait essayer de proposer aux gens de rejoindre une idée. Et puis on s'est rendu compte que, alors nous, comme on est sur des propositions très très courtes, ce qui n'est pas génial pour exprimer la profondeur de ton idée, mais qui est très très bien pour nous on a des milliers d'idées, hein, on peut aller jusqu'à 2-3 000 idées, personne ne va lire tout ça. Ouais. Donc il faut qu'on t'en fasse lire un certain nombre et que ça soit assez rapide. Du coup, des idées courtes, c'est très bien. Du coup, il y a beaucoup de variantes de formulation. Et souvent, en 140 caractères, soit tu vas être très générique, soit tu vas axer sur anglais, en fait, ta proposition sur un angle ou deux. Et ce qui est génial, c'est quand tu as 5 ou 6, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes qui expriment la même idée, ils vont l'expliquer avec un angle différent. Et suivant l'angle que tu mets, ça va plus ou moins rencontrer la popularité des gens. Et puis à la fin, quand on fait notre rapport et qu'on a, en fait, les idées gagnantes, c'est des groupements de 10, 20 propositions qui ont toutes bien fonctionné. Donc on est assez rassuré sur le fait qu'en variant les formulations, l'idée fonctionne. On est aussi rassuré sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui le proposent. Donc c'est aussi un signal. On appelle ça un peu la double validation. Les gens l'ont reçu positivement et en plus, il y a plein de gens qui proposent. Et puis, ça donne, en fait, par l'effet de petites touches impressionnistes, les 10 te donnent un peu toute la palette de la façon d'écrire l'idée et tu retrouves la richesse que tu n'avais pas dans la proposition initiale. Ouais. Donc, en fait, c'est plutôt une force et on a choisi finalement de conserver cette diversité et de le traiter à l'analyse en regroupant, donc par des clusterings sémantiques qu'on fait en première passe par de l'IA, en deuxième passe par de l'humain. Oui, il n'y a pas besoin en fait de dédupliquer dans la mesure où on n'est pas en train de voter pour une proposition, mais on est en train de voter pour ou contre toutes les propositions qu'on nous donne. Donc finalement, ce qui compte, c'est une sorte de note moyenne, quoi. Et ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de force à fusionner les propositions. On va pas fusionner les votes, en fait. On va juste moyenner. Voilà. Ouais. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on sort de ces consultations. Nous, on sort un panorama de l'opinion avec les propositions les plus consensuelles et les propositions les plus controversées. Et en fait, on appelle ça l'agenda citoyen. Et il est assez fort parce qu'il est assez actionnable, cet agenda citoyen. C'est-à-dire, quand tu as des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, finalement, en général, c'est-à-dire qu'on est d'accord sur le constat, sur le problème, et qu'il n'y a plus qu'à y aller à mettre en œuvre des solutions. Et c'est souvent sur les solutions que ça va être un peu plus compliqué. Mais au moins, tu as cette espèce de base qui te donne un élan assez fort pour dire, là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se mette d'accord. Et ça pousse un peu au compromis. Nous, on fait ce qu'on appelle des grandes causes. On réunit des ONG, des entreprises et des pouvoirs publics pour traiter des sujets d'intérêt général comme la lutte contre les violences faites aux femmes ou bien prendre soin de nos aînés. Et on arrive à rassembler des gens qui ne se parlaient pas forcément, des ONG qui sont un peu dans leur précaré, des entreprises ou avec une méfiance mutuelle entre entreprises et ONG. Et le fait que tu t'adosses à une grande consultation citoyenne, tu dis, bon, là, il y a 100 000 citoyens qui sont exprimés, tout le monde a dit, il faut y aller. Bon, ça claire, ça nettoie un peu le jeu. Et se dire, bon, là, maintenant, on est tous d'accord, on y va. On est obligé de se mettre d'accord parce qu'on doit répondre à ça. Et donc, ça permet de déclencher la mise en action. Donc, il y a une force motrice du consensus qui est très fort. Et puis, les controverses ne sont pas inintéressantes. Les controverses, en général, c'est ce qu'on va retrouver dans les lignes des journaux parce que les journaux, ils se focalisent beaucoup plus sur ce sur quoi on n'est pas d'accord que sur quoi on est d'accord. Et puis, ça indique aussi les endroits où, si on veut y aller, il va falloir beaucoup plus travailler pour trouver des solutions consensuelles. Alors, ça m'intéresse de creuser le sujet des controverses et comment est-ce qu'on les fait ressortir, etc., d'un point de vue de l'algo, mathématiquement, etc. Peut-être avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous développer les cas d'usage, cas précédents, historiques, on va dire, que tu nous as cités tout à l'heure, où Make.org a vraiment utilisé les résultats de ces consultations, qu'on comprenne bien quelle est la suite, en fait. Alors, on a plusieurs. Nous, le cas emblématique, c'est les grandes causes. On a commencé comme ça. Donc, les grandes causes, en fait, on s'auto-saisit d'un sujet. Nous, c'est la première qu'on a fait, donc c'est intéressant parce qu'il y a le plus d'action, c'était les violences faites aux femmes, mais c'est juste un peu avant MeToo. Donc, en fait, on est arrivé dans pleine vague MeToo. Et on s'est dit, là, il y a un sujet, il faut qu'on y aille. Donc, on a fait une grande consultation, 100 000 personnes, et on a eu des consensus, des controverses. Et là, après, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des ateliers avec les citoyens, les entreprises, les ONG, pour faire un plan d'action. Et après, on fait un plan de vue d'action, et ensuite, on est adossé à une fondation, la fondation Make.org, qui va déployer le plan d'action sur 3 ans pour avoir de l'impact. Et par exemple, une des choses qui était ressortie dans cette consultation, c'était qu'il y avait un problème quand les femmes fuyaient leur mari. Parce que se retrouvaient à la rue, elles ne savaient pas quoi faire. Et donc, une des actions qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les chaînes d'hôtels. On leur a dit, mais vous avez des invendus. Est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre à disposition des ONG pour que les femmes puissent s'en servir et faire un logement d'urgence, en fait. Et donc, ça s'appelle abri d'urgence et ça fonctionne. Et donc, on a une plateforme où les ONG peuvent aller retrouver des chambres d'hôtel invendus qu'elles peuvent mettre à disposition des femmes qui fuient leur mari. Donc ça, c'est un premier exemple.
Un deuxième exemple que j'aime bien, parce que c'est pas que nous, c'est celui que j'ai cité sur Bercy, là. Alors, c'est un peu une autre plateforme, hein, mais c'est sur la loi influenceur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la loi influenceur, on a pris les 10 mesures clés, on l'a mis sur une plateforme de consultation, puis là, les gens pouvaient venir, ils pouvaient déjà dire j'aime pas ce qu'il y a dedans, ils pouvaient faire des commentaires pour améliorer la loi. Et donc, on a analysé tous ces commentaires et on a dit, voilà ce qui ressort le plus. Et parmi les choses qui ressortaient et qui n'étaient pas dans la loi avait prévu d'être plus dur sur certaines formes de promotion par les influenceurs. D'abord, il devait dire qu'ils filmeraient, mais sur certaines formes, et d'interdire certaines formes de promotion. Et il était ressorti dans la concertation qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui promouvaient la chirurgie esthétique et que c'était très dangereux parce que la chirurgie esthétique, ça reste un acte chirurgical. On ne pouvait pas juste le vendre comme on vendait une crème anti-rides, quoi. Et c'est rentré dans la loi, par exemple. D'accord. Donc, il y a aussi une capacité de lobby sur... Alors là, c'était parce qu'on travaillait avec eux. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on travaille avec des commanditaires. Hein. Nous, c'est comme on vend en prestation notre capacité à mobiliser les gens autour d'un sujet. Mais on travaille avec les gens avec un espèce de contrat moral qui est on y va uniquement si on s'insère dans un processus où ce qui ressort de la consultation va pouvoir avoir un impact. Sinon, on ne le fait pas, en fait. Ouais. Alors, c'était aussi mon autre question, c'est que vous êtes une entreprise. Qu'est-ce que vous vendez, du coup ? Alors nous, en fait, au début, on faisait ces grandes causes. Donc c'est un peu la philanthropie, c'est les entreprises qui financent en fait l'action sur ces grandes causes. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait développé un super outil pour mobiliser les citoyens qui marchait bien. Et donc maintenant, on le vend. Alors on peut le vendre soit aux collectivités publiques. On travaille avec la mairie de Paris pour les dialogues parisiens, par exemple. On a travaillé sur la petite enfance. On a travaillé même sur les priorités de la ville de Paris, et ça marche assez bien. Donc on peut travailler avec des villes, on peut travailler avec des ministères, comme je l'ai déjà dit, on peut travailler avec l'Europe, on a fait des grandes consultations au niveau européen, en amont des élections européennes, et puis on peut aussi travailler pour des entreprises. On a travaillé par exemple avec Orange sur le numérique durable, et, ils ont envoyé des SMS à tous leurs clients pour leur dire comment on pourrait rendre le numérique plus durable. Donc, il y a des choses qui sont sorties, comme évidemment plus recyclés, moins poussés au changement de smartphone, aider les gens à réparer ou à réutiliser leurs anciens appareils. Voilà. Donc on essaie d'accompagner aussi des démarches de transformation des entreprises qui peuvent être soit avec leurs clients, soit internes. Et ce qui est assez génial, par exemple, dans les entreprises, c'est que souvent, on fait des consultations qui sont à la fois internes et externes. Donc, on crée un lien direct entre les employés de l'entreprise et les citoyens, et ça redonne beaucoup de sens à l'intérieur de l'entreprise sur ce qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, ça permet aussi de réaligner les consommateurs, citoyens, avec l'entreprise, leurs attentes, et puis aussi en tant que client, ce qu'ils aimeraient que l'entreprise fasse pour la société et pas seulement pour leur profit. Donc cette capacité à faire des consultations, vous la déployez en dehors de votre plateforme aussi ? Alors pour l'instant, nous, on est plutôt basé sur notre plateforme. On fait éventuellement la marque grise, c'est-à-dire qu'on peut le brander à l'image du client, mais on le ramène sur notre entreprise parce qu'on se positionne un peu comme des tiers de confiance. C'est-à-dire que quand on participe à une consultation Make.org, en fait, il y a quand même un petit jeu pas évident dans le participatif, c'est qu'on va faire une synthèse, donc c'est génial, on fait que participer les gens, ils nous disent des choses, on fait une synthèse, et puis là, il se peut que les résultats ne plaisent pas toujours. Alors, en général, ça va, mais donc nous, on est là pour être le garant de dire, tout ce que vous avez dit, on va l'analyser, on va le publier. Ça va être public, vous allez l'avoir. Et le commanditaire va s'exprimer, va répondre à tout ce que vous avez proposé. Mais en tout cas, on s'assure que rien ne sera escamoté et que tout sera rendu public. Et ça, c'est un peu cette garantie-là assez forte. C'est un peu un garde-fou contre la tendance naturelle qu'on a. On est face à des clients qui sont des gros consommateurs de sondages. Un sondage, on prend, puis on publie les chiffres qui nous arrangent. Là, on a toujours ce contrat moral dont on entend les garants, qui est on va représenter tout ce qu'il y a. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre en compte, mais vous êtes obligé de répondre à tout. Oui, voire même éventuellement, si on va plus loin dans la malhonnêteté, le fait de ne pas respecter l'anonymat des questions, le fait de voir que c'est un tiers de confiance permet de garantir un peu Exactement. L'anonymat, quoi. Donc ça, c'est assez fort comme positionnement. Et puis maintenant, alors ce qu'il y a, c'est que au début, on faisait plutôt de la consultation sur des questions ouvertes, c'est-à-dire une question ouverte, les gens proposent. Et puis en fait, maintenant, on a étendu pour accompagner un peu tout le process de la mise en œuvre d'un projet. Au départ, donc il y a la consultation quand on démarre, et ensuite un projet quand il est mieux fait. On a cette nouvelle plateforme qui s'appelle Dialogue, qui va permettre aux gens de prendre un projet, de réagir dessus. Et puis avec l'IA générative, on a une nouvelle plateforme qui est arrivée, qui s'appelle Panoramique, et qui permet de suivre ce qui se passe dans une assemblée ou dans un groupe de travail. Okay. Et donc là, typiquement, ça fait ce qu'on appelle le milieu du papillon, parce qu'en fait, on a
2 endroits très massifs qui sont la consultation d'entrée puis la réaction sur le projet en sortie qu'on voit comme des ailes du papillon. Et puis au centre, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un travail anti-groupe. Parce que pour passer d'un consensus à un projet, on ne fait pas ça à 10 000. On fait ça généralement dans un groupe de travail, ça peut être 10, 20 personnes, souvent moins. Et donc là, c'est des gens qui travaillent un peu dur, plus en profondeur. Et ça, c'est souvent un peu opaque. Ou ça peut être même une assemblée citoyenne, 150 citoyens. Alors les gens qui sont transparents, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tout ça, ils vont le mettre en ligne. Ils vont te mettre des vidéos, ils vont te mettre des rapports, des projets. Mais en général, tu as des vidéos de 3 heures, par exemple, une convention citoyenne, des rapports de 100 pages. Personne ne va lire tout ça. Ouais. Et puis là arrive l'IA générative. Et l'IA générative, qu'est-ce qu'elle sait bien faire? Elle sait bien résumer. Et elle, en plus, non seulement résume, mais elle peut répondre à tes questions. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas une plateforme? On prend tout ça. Et toi, tu arrives en tant que citoyen, tu poses ta question. Et la plateforme, elle va te faire un résumé de ce qui s'est dit par rapport à ta question en te citant les sources. Simple et efficace. Ouais. Et on a fait ça sur la Convention citoyenne sur la fin de vie avec le Comité économique, social et écologique. Et la plateforme, elle est en ligne, vous pouvez aller la voir. C'était prévu pour servir dans le cadre de la proposition de loi, puisque la loi, elle arrivait à l'Assemblée suite à cette Convention citoyenne. Et puis, il y a eu une élection anticipée, démissionnaire. Toutes les lois ont été arrêtées. Donc, la loi sur la fin de vie n'est pas passée au Parlement. Mais la plateforme est toujours là. On espère bien que cette loi, elle va revenir au Parlement. Et donc, ça permet d'aller se plonger dans ces débats qui étaient très, très riches, parce que là, les citoyens, ils ont interviewé des experts. Ils ont interviewé, ils ont discuté entre eux, ils se sont posés plein de questions. À peu près toutes les questions qu'on peut se poser sur la fin de vie, ils se les sont posées. Ils ont eu des réponses d'experts et des dialogues intéressants. Et donc, ça peut être un très bon endroit pour s'informer. Et là, on utilise toute la puissance de l'IA générative pour faire quelque chose qu'elle fait bien et qui est vraiment très utile aux citoyens. Oui, ça peut être le lieu pour se forger une opinion sur quelque chose. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir une opinion sur tout. Pourtant, on est quand même appelé à s'exprimer dans les urnes. Et donc, le RAG, si je comprends bien, Retrieval Augmented Generation, vous permet de faire un outil de question-réponse sur ces textes de synthèse qui sont lus par personne en pratique aujourd'hui. Et ça permet de se faire une opinion très vite et à son propre rythme. Ce qui est génial, moi ce que j'adore avec l'IA générative, c'est qu'on redonne le pouvoir à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on est un conversationnel, et donc on rentre dans le sujet avec ce qui nous intéresse, nous. Parce que souvent, on va arriver sur un résumé d'un journaliste, même si c'est un outil d'exploration, on va faire des chemins d'exploration qui ont été prédéfinis parce qu'on pense que c'est les bons, par des experts qui pensent que c'est bon pour vous. Alors des fois, ça tombe bien, mais là, ce qui est génial, c'est qu'on rentre par son propre centre d'intérêt. Et nous, on le couple aussi d'ailleurs avec notre expertise d'acquisition sur les réseaux sociaux, c'est qu'on va chercher les gens en disant, mais vous savez, dans la loi sur la fin de vie, il y a telle proposition qui est un peu innovante ou peut-être un peu controversée, venez en savoir plus. Et donc on ramène des gens comme ça, et ça marche. On a fait passer 10 000 personnes sur la plateforme, ça nous a appris aussi comment les gens s'en servaient, et ça marche très très bien. Il y a 50% des gens qui arrivent sur la plateforme, qui interagissent avec, donc on est assez contents. Okay. Alors revenons sur le sujet des controverses. Comment est-ce qu'on fait pour détecter déjà une controverse? Qu'est-ce qui caractérise une controverse quand un sujet est donné en consultation? Et comment est-ce qu'on pourrait favoriser l'émergence de sujets Alors, les controverses, effectivement, nous, on a la chance, en fait, sur la plateforme de consultation, on a le vote des gens. Donc, on a un truc qui a pas, parce que souvent, ce qui se passe sur la plateforme, tout le monde peut donner son avis. Et puis, les gens essaient de chercher les controverses par l'analyse sémantique, en essayant d'aller voir où est-ce que si les gens proposent à droite, à gauche ou pas. En fait, ça marche pas très, très bien. Un bon exemple, c'est la peine de mort. Il y a toujours, dès qu'on prend un sujet un peu controversé, comme les violences faites aux femmes ou aux enfants, quelqu'un qui dit qu'il faut rétablir la peine de mort pour les violeurs ou autre. Personne ne va jamais dire qu'il ne faut pas rétablir la peine de mort. Donc, avec une analyse sémantique, on ne verra jamais que la proposition sur la peine de mort, c'est controversé. Si on fait juste une analyse sémantique, on verra que plein de gens proposent la peine de mort. Mais en fait, c'est une minorité active. Nous, on a de la chance, on a des votes. Donc, à chaque fois que les gens proposent la peine de mort, il y a des gens qui sont pour, parce qu'ils trouvent que c'est mérité pour des violeurs. Et puis, il y a toujours des gens qui, par principe, considèrent que c'est contre. Et donc, typiquement, en fait, nous, grâce au vote, à l'analyse purement quantitative des votes, et aussi des qualifications, on va pouvoir, est-ce que les gens sont pour ou contre? Donc, est-ce qu'il y a un équilibre vote-contre? Et puis aussi, est-ce que les gens sont très engagés pour ou très engagés contre? Donc, il y a des gens qui vont dire surtout pas. Non seulement je suis contre, mais je suis très opposé, ou alors je suis pour et je suis très pour. Et donc, on a une espèce de score composite qui prend ces là. Et la formule mathématique qu'on a derrière, c'est rigolo, c'est juste un max, en fait. C'est juste un max qui nous permet, ça fait une espèce de triangle comme ça, qui pointe sur 50-50. Et ça fait ressortir assez bien les sujets controversés, c'est-à-dire qui matchent avec ce qu'un être humain, quand on voit les scores, on dit est-ce que ça c'est une controverse, ça fonctionnait assez bien. Donc c'est comme ça qu'on l'a validé en fait. On a demandé à des gens de dire regardez les scores, les votes, regardez les votes, les qualifications, est-ce que pour vous les votes disent que c'est une controverse ou pas? On a vérifié que la matrice correspondait bien à ça.
Et le max de... Max vote pour, vote contre, et max surtout pas controversé, surtout pas ou coup de cœur. Et ça nous ramène vers... on a un score maximum quand on est vers 50% de vote pour, vote contre et 30% de surtout pas et de coup de cœur. Ce qui est un peu ce qu'on a envie de chercher. C'est-à-dire c'est là où les gens s'opposent le plus fortement. Il y a vraiment des gens fortement pour et des gens fortement contre. Okay. C'est pas juste des gens pour ou des gens contre, c'est des gens fortement pour et des gens fortement contre. On veut que l'opinion soit le plus proche de 50% et que par contre les opinions soient les plus marquées possibles. Tranchées. Ok. Mais du coup, c'est quelque chose que vous voulez favoriser, les controverses ou alors pas, nous, au début, on l'avait surtout fait pour trier entre justement, pour lutter contre ce biais sémantique, là, de dire, c'est pas parce que beaucoup de gens en parlent que c'est consensuel, donc pour faire la différence. Et après, la question, c'est comment on traite ça, et on traite ça en aval, c'est-à-dire quel impact, qu'est-ce qu'on fait sur une controverse. Nous, au début, on s'en servait surtout pour trier. Nous, on travaille beaucoup sur les consensus parce que notre méthode, c'est si un consensus, on peut avancer. Donc, si c'est controversé, on peut pas avancer pareil. Et ce qu'on recommande, déjà, ça fait une alerte pour le commanditaire. Attendez, si vous voulez mettre en œuvre cette solution-là, attendez-vous à avoir une forte opposition. Et donc là, il faut aller plus vers une autre façon de traiter le sujet, qui est peut-être faire plus de délibératif. Enfin, faut le rentrer dans un process beaucoup plus long de concertation et de recherche du compromis pour mettre en œuvre une solution controversée. Alors que sur un sujet consensuel, il faut surtout trouver la mise en œuvre qui va à tout le monde. Donc c'est vraiment un traitement différencié. Et on sait que les controverses, c'est là où il faut faire plus attention. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les controverses, c'est souvent là aussi où arrivent les nouvelles idées. Il y a toujours cette phrase de Gandhi, au début, il vous ignore, après, il se moque de vous, après, il vous oppose, s'oppose à vous, et après, vous gagnez. Finalement, la controverse, c'est cette troisième étape, après, on s'oppose à vous. Donc, souvent, les idées émergentes naissent en controverse et passent en compromis. Et puis, on a vu aussi des idées qui basculaient de controverse en compromis. Un bon exemple, c'est le nucléaire. Le nucléaire, très controversé. Et puis, arrive la guerre en Ukraine, et donc crise énergétique. Et là, on se rend compte qu'on est bien content d'avoir du nucléaire pour pas trop dépendre du pétrole. Et bien, le nucléaire est passé d'une notion plutôt controversée à quelque chose de plutôt consensuel dans la population, parce que là, les gens se sont dit, waouh, si on doit commencer sérieusement à se limiter en gaz et en pétrole, ce qui serait aussi bien pour le climat, mais que la guerre en Ukraine a bien révélé, on est bien content d'avoir le nucléaire. Donc, le nucléaire a regagné une opinion plus positive. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que l'IA générative a changé pour vous ? Alors, nous, on faisait déjà de l'IA de chez Mail, puisqu'on faisait beaucoup de TNLP, mais on a eu un coup de tonnerre en fin 2022, là, quand ChatGPT est arrivé, parce qu'on s'est dit, waouh, ce truc, ça change tout. Alors, ce qui est rigolo, c'est vraiment, pour nous, ce qui a tout changé, c'est l'aspect conversationnel, parce que avant ça, il y avait déjà GPT-3, c'était déjà très puissant. Les experts ont été dessus, on essayait de s'en servir, voilà, on voyait plein de potentiel. Et puis arrive le côté conversationnel, et on se dit là, ça change tout. Et nous, on a vu ça change tout, parce que justement, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'empowerer les citoyens, je ne sais jamais de bons mots pour ça, mais de donner des outils des bons outils aux citoyens. Et là, on s'est dit, ça, c'est un super outil. Alors, ce super outil, comme toutes les nouvelles technologies, il y a deux faces. Il y a un gros danger. Le gros danger de l'IA générative, c'est que c'est un super outil pour générer de la fake news, générer du deepfake, etc. Et c'est pas une crainte illusoire sur la démocratie. C'est quelque chose qui existe. Il y a déjà eu plusieurs cas. En Slovaquie, dans la période de réserve, il y a eu un fake audio. On entendait le candidat libéral dire « Moi, je vais taxer la bière ». 2 jours avant le vote, il a perdu après, ça a certainement joué un petit peu. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui s'est amusé à faire un faux appel de Joe Biden pour dire aux électeurs démocrates de ne pas voter à la primaire du New Hampshire. Bon, c'était une première pas très importante pour les démocrates, mais quand même 30 000 appels automatiques avec la voix de Joe Biden qui parle aux démocrates pour dire n'allez pas voter. Ça a fait un petit coup de tonnerre. Ça a démontré ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec l'IA générative. Et puis, maintenant, il y a aussi l'IA générative, c'est textuel et visuel. Et étonnamment, ceux qui s'en servent de plus en politique, c'est les extrêmes, notamment l'extrême droite. Et en France, ils sont servis pour faire des visuels de campagne. L'explication, surtout, c'est que les extrêmes droites décrivent un monde qui n'existe pas. Ils avaient besoin de montrer des hordes de migrants qui débarquaient sur des plages. Il n'y a pas de photos de presse pour ça, parce que ça n'existe pas. Et donc, ils ont demandé à ChatGPT de faire des images de radeaux de migrants qui débarquaient sur les plages pour donner cette vision de la vague de submersion de migrants. Et ils en ont fait comme ça. Donc, c'est assez efficace. Donc, ça existe, c'est déjà là. Et donc là, il faut lutter contre. Mais c'est aussi une super opportunité. Parce que ça donne des super pouvoirs citoyens. Nous, on en a vu 3. Un que je vous ai déjà donné comme exemple, c'est le pouvoir d'accès à l'information complexe, la capacité de résumer et de répondre à des questions. Donc le RAG, ça permet d'un coup de comprendre ce qui se passe. Tous les sujets d'intérêt généraux sont très compliqués. Il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de contenu, et on n'y a pas accès parce qu'on n'a pas le temps.
Et là, d'un coup, avec un bon RAG, c'est ce qu'on a fait avec l'outil panoramique, on peut donner accès aux citoyens. D'un coup, on peut avoir des citoyens mieux informés, et qui vont pouvoir mieux décider et s'impliquer dans le débat public. Premier point. Deuxième point, en fait, l'IA peut t'aider à t'exprimer. On n'est pas tous égaux dans la façon de s'exprimer. On a vu dans nos consultations, je disais que la formulation compte. Bien formuler son idée en 140 caractères, ça fait que tu as plus ou moins de succès. Et on n'est pas tous des rédacteurs de slogans, on n'est pas tous capables de rédiger nos idées de façon à ce qu'elles attirent un maximum de soutien. Et donc, d'un coup, l'IA peut t'aider à faire ça. Elle peut t'aider à mieux creuser tes idées, à améliorer tes argumentations. Et d'un coup, elle nivelle le champ. Et donc, elle peut permettre à tout le monde de devenir un bon défenseur de ses idées. Donc ça, on y voit beaucoup de potentiel et on va développer des applications là-dessus. Et le troisième, c'est la délibération en ligne. Nous, on adore les assemblées citoyennes. Simplement, c'est 150 personnes. Mais voilà, on a de l'IA conversationnelle. Une conversation, d'un coup, on se dit, mais est-ce que cette IA pourrait être un facilitateur de débats en ligne? Est-ce que d'un coup, on ne peut pas massifier un peu l'expérience délibérative des assemblées citoyennes grâce à des IA qui feraient les facilitateurs? Donc ça, c'est un gros sujet de recherche. Il y a plein de gens qui se penchent dessus. Il y avait déjà Jeremy Fiskin à Stanford qui avait fait un premier prototype d'IA facilitatrice pré-GenAI. Et là, maintenant, il y a plein de gens qui travaillent sur comment on peut utiliser l'IA générative pour faciliter la délibération. Alors, tu as donné des exemples d'IA générative qui viendraient perturber le processus démocratique. Est-ce qu'on doit craindre ça à plus grosse échelle? Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez une posture d'avant-garde? Nous, on était quand même très inquiets quand même. L'année 2024, on l'a appelée la election year. Il y a la moitié de l'humanité qui va voter dans des élections majeures cette année. Il y a des élections américaines, il y a des élections européennes, il y a des élections en Inde, il y a vraiment des élections partout dans le monde. Et donc, ça arrive au moment où l'IA générative est mature, et on a vu plein d'exemples déjà de manipulation. Et donc, nous, très tôt, en amont des élections européennes, on a essayé d'alerter les pouvoirs publics, parce qu'en fait, comme on est aux premières loges, on s'est dit, ils s'en rendent peut-être compte, mais ils n'ont peut-être pas d'idée de solution. Donc, on a créé une coalition d'acteurs, de gens qui étaient concernés par ces sujets, qui avaient des solutions, avec I2Infolab, avec Reporters sans frontières, aussi avec Sciences Po. Et on a essayé de faire un programme qu'on appelait le Democratic Shield. On dirait comment on peut protéger les élections. Là, à court terme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a sorti un programme en 10 actions qui visait à la fois les institutions, les acteurs des élections, c'est-à-dire les médias et les politiques, et puis aussi la société civile. Et on est allé voir après les autorités françaises, on est allé voir les commissaires européens pour un peu leur expliquer tout ça. Et certaines actions ont été mises en œuvre. Donc, notamment, on proposait un code de conduite. Il n'y avait même pas de code de conduite, de bonne conduite de l'usage de l'IA pour les partis. Donc, on a fait ce code de conduite qui a été mis en place et pas respecté d'ailleurs par le Rassemblement national, qui n'a pas signalé que leurs images étaient faites par l'IA, mais là-bas, c'est au moins de dire cette image est faite par IA, cette image est un fake, voilà, et puis pas l'utiliser en fait. Donc il y avait ce code de conduite aussi pour les médias et pour les influenceurs. Il y avait l'idée tout simplement qu'il y ait au sein des institutions qui fassent un programme de protection des élections, donc qu'ils investissent de l'argent et du temps et qu'ils aient des commissions pour ça, et ça a été fait. Et puis, il y avait l'idée aussi de se pencher sur les réseaux sociaux, qui sont en fait l'endroit où se passe cette désinformation massivement, plus que dans les médias classiques, et d'être un peu plus fort. Et comme l'Europe venait de passer le DSA, le Digital Service Act, on a moyen des moyens légaux de les contraindre à être un peu plus vigilants pendant les périodes électorales. Et donc ça a commencé à être activé pour les élections européennes. D'ailleurs, on a une grosse controverse X et Commission européenne en ce moment sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'on voulait faire, nous proposait notamment de rendre la période de réserve plus dure sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les médias, ils s'astreignent assez bien à la période de réserve, et les réseaux sociaux, c'est plus lâche. Donc, on voulait utiliser le DSA pour les obliger à être plus réactifs, voire en préemptif, d'empêcher, de limiter la viralité de tout ce qui était politique pendant la période de réserve. Et ça a été mis en œuvre plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est largement défendu maintenant pour les pouvoirs publics. Ouais. Donc là, nous, on a plus eu un rôle, effectivement, de lanceur d'alerte et on a fait ce qu'on sait faire, créer une coalition d'acteurs avec des solutions et les proposer au pouvoir public, et on continue à travailler avec la Commission européenne et avec l'ADINUM, notamment, en France, pour limiter ça. D'accord. Mais ils ont des moyens, notamment, par exemple, les TikTok ou Instagram, qui sont quand même gouvernés dans un autre pays.
Comment est-ce qu'on applique justement ces limitations de viralité d'un sujet politique Ça a toujours, en fait, avant le DSA, avant le Digital Service Act, c'était vraiment plutôt des luttes d'influence entre l'État et entreprises multinationales. Chacun joue un peu avec ce qu'il veut. J'imagine qu'il devait mettre dans la balance les avantages financiers, la taxation, voilà. Mais là, avec le Digital Service Act, on a mis des contraintes de responsabilité sur toutes les grandes plateformes. On leur dit, vous ne pouvez pas dire, c'est pas moi, je suis juste un provider de contenu, vous devez faire attention et vous devez être préemptif, vous devez être très réactif pour retirer les contenus qui ne vont pas, et vous devez même, si possible, agir, si on vous le demande, on peut vous demander d'agir en amont. Donc là, du coup, les bras de terre sont beaucoup plus forts. On le voit avec X, Twitter et Thierry Breton. On sent que ça chauffe parce que justement, ces moyens légaux sont utilisés maintenant pour contraindre les plateformes et certaines s'y plient plus ou moins bien. Il y a vraiment un impact très très fort de ces législations. On s'en rend peut-être pas forcément compte parce que l'Europe c'est loin, la RGPD ça a l'air bizarre, le DSA ça parle pas à grand monde. C'est des outils légaux qui changent la donne. Nous sur le RGPD par exemple, on faisait beaucoup de publicité numérique sur Facebook. On a vu l'avant et après RGPD. C'est-à-dire qu'on ne peut plus cibler n'importe qui, on ne peut plus cibler les jeunes. Quand on fait de la publicité politique, on est très contraint, c'est validé. Enfin, il y a vraiment une vraie différence. Avant, c'était vraiment le Far West. Et après la RGPD, on ne peut plus vraiment faire n'importe quoi. Donc, ces outils légaux sont très importants et permettent vraiment au pouvoir public de me faire pression. Je pense que c'est une spécificité de l'Europe. Et l'Europe est encore à la pointe sur l'IA, puisqu'on a maintenant l'IA Act qui va arriver. Et donc, on est à la pointe de la régulation. On préférait être à la pointe de l'avancée technologique que de la régulation de la technologie. Mais on a une spécificité européenne de faire la technologie de façon responsable. Et je pense que c'est aussi bien et qu'on le développe. Alors, je repasse un peu sur la technique. Est-ce que tu peux nous parler du projet de fine-tuning que vous avez chez Make.org, fine-tuning de modèles? Oui, alors, parce que nous, quand on a pensé nos outils, notamment panoramiques, on a fait comme tout le monde, on est parti avec les modèles qui étaient disponibles par API, donc en premier lieu OpenAI, et ça marchait très bien pour démarrer. On tape dans les limites, et donc nous, en fait, notre objectif, c'est de passer sur du fine-tuning de modèles pour 3 raisons. La première, c'est que, c'est assez documenté, c'est une raison de sobriété et d'efficacité. On s'est rendu compte que quand on a des tâches très précises, notamment le RAG, et nous, un RAG sur des données particulières, on peut faire aussi bien qu'un gros modèle avec un petit modèle. Et donc, l'idée, c'est de prendre un petit modèle et le fine-tuner, en fait, faire la distillation d'un gros modèle pour arriver à être aussi pertinent, mais avec un petit modèle moins coûteux, moins gourmand, qui répondra plus vite et qui sera peut-être plus adapté à ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je parlais de l'approche responsable de la technologie. Nous, chez Make.org, là, on a lancé avec Sciences Po et le CNRS un programme de recherche sur les biais des IA dans le cadre démocratique. Parce qu'en fait, ces IA ne sont pas parfaites. Alors, les IA, en plus, propriétaires, c'est un peu des boîtes noires sur le fine-tuning et sur les contraintes. Et on se rend compte qu'elles ont des biais qui peuvent avoir un impact sur ce qu'elles font. Et nous, on est sur des sujets sensibles, c'est la démocratie. On ne veut pas qu'une IA ait un biais d'opinion. On ne veut pas que quand elle fasse un résumé, elle privilégie certaines idées plutôt que d'autres, tout simplement parce que dans son corpus d'apprentissage, cette idée était plus présente que la nouvelle, ou on ne veut pas qu'elle privilégie un groupe de citoyens par rapport à un autre, ou des choses comme ça. Et donc, on a un peu listé ces biais et on dit, nous, chez Make.org, on va mettre de l'IA un peu partout. On a une espèce de champ expérimental en données réelles. Et on va travailler avec les chercheurs sur ces données réelles pour mesurer ces biais et essayer de les corriger. Et ça, on ne peut pas le faire sur un modèle propriétaire. Donc, on est obligé d'aller sur de l'open source et sur du fine-tuning. Et donc, on va être accompagné par les meilleurs experts du CNRS pour faire ça. On travaille aussi avec Hugging Face après pour le déploiement de l'évaluation des modèles. Donc ça va être la deuxième partie. Deuxième raison, la responsabilité. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire avec un modèle propriétaire? Alors, il propose du fine-tuning, mais si on veut vraiment bien le faire, si on veut aller en profondeur, on va être obligé de partir sur de l'open source qu'on va pouvoir fine-tuner nous-mêmes. Pour avoir le contrôle un peu plus fort de... Ouais. Okay. De toute façon, les chercheurs, ils travaillent que sur l'open source parce que moi, quand je discute avec François Yvon de la Sorbonne Université, il me dit moi, je veux savoir sur quoi était entraîné le modèle à la base. Je veux les corpus, etc. Et donc, je veux que ce soit transparent. Ils avaient travaillé sur Bloom, qui était le GPT-3 open source et multilingue. Donc, c'est des gens qui aiment bien repartir de la base et bien maîtriser toute la chaîne d'entraînement du modèle, même si nous, on va travailler surtout sur la dernière étape. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, 1, plus efficace, plus sobre. 2, plus responsable. Et la troisième, c'est qu'en fait,
Ce qui est intéressant quand on teste plusieurs LLM, on en a plusieurs à disposition, on se rend compte qu'ils ont un style, un ton, et que la façon de répondre n'est pas la même. Et quand on travaille avec plusieurs, à la fin, rapidement, nous, quand on fait nos tests et qu'on compare différents modèles, on est capable rapidement de savoir qui a répondu, simplement parce qu'il y a un style. Et en fait, on a envie de donner notre propre style. Nous, on a envie de donner, de formater le formatage de réponse est très important pour la bonne compréhension de ce qu'on veut. Et donc, nous, on est en train de réfléchir à c'est quoi la bonne façon de présenter une réponse à un citoyen. On va appeler ça le style Make More, la ligne éditoriale Make More. Et en fait, on veut transmettre ça à notre modèle de façon à avoir des réponses les plus engageantes et les plus pertinentes possibles pour les citoyens. Et ça, la bonne façon de le faire, c'est du fine-tuning. Donc, c'est les 3 raisons qui font qu'on va travailler là-dessus avec les équipes qui vont arriver sur ce nouveau projet. OK. Alors, est-ce que tu as des erreurs que tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps sur tous ces projets d'IA? Nous, l'erreur qui nous a le plus, qui est un peu l'erreur de tout le monde et qui est la plus gênante, c'est de trop faire confiance à l'IA. Il y a vraiment un effet très dangereux avec ces IA génératives. Elles sont faites pour donner des réponses très crédibles, très pertinentes, et elles le font avec un niveau de certitude assez... en gros, qu'elles racontent qu'elles hallucinent ou qu'elles racontent quelque chose de vrai, elles vont le faire avec le même aplomb. Et nous, êtres humains, on a tendance à considérer que quelqu'un qui parle avec aplomb, puis qui formule bien sa réponse, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, si la réponse est bien formulée, c'est certainement vrai. Et avec une IA, c'est pas du tout le cas. Alors, on pourrait penser que les data scientists sont totalement immunes à ça, parce qu'on essaie, mais en fait, c'est des biais cognitifs, on en souffre tous. Et c'est très gênant, surtout nous, quand on fait de l'évaluation. Parce que quand on fait de l'évaluation, quand on va essayer de voir si l'IA répond bien ou pas, on peut se laisser... D'abord, le truc, il ne faut pas se laisser piéger, pas parce que la réponse est la bonne qu'elle est bonne, il faut vraiment la creuser et être plus exigeant face à l'IA. Et puis, mais ça, à la limite, c'est un peu le travail de base. Et puis après, il y a le côté plus vicieux, c'est qu'une façon d'évaluer les modèles, c'est d'utiliser les modèles, les LLM as évaluateurs, pour évaluer les modèles, utiliser un autre modèle pour évaluer un modèle. Et là, ce modèle lui-même peut se tromper quand il évalue. Et là où c'est piégeux, c'est que on va prendre un RAGA, on va prendre un G-score et on va se dire tiens, on va utiliser le modèle comme un évaluateur. Et le risque, c'est de prendre cette évaluation sans aller vérifier la capacité d'évaluation du modèle. Ce qui est un peu le penchant naturel, parce que tu dis c'est automatique, ça marche bien. J'ai pris GPT-4 comme évaluateur, il doit être bon. Et puis, j'en lance ma métrique et je travaille sur ma métrique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des erreurs qui n'étaient pas si fiables que ça en tant qu'évaluateur, le LLM. Et que, du coup, nous, maintenant, les métriques automatiques, on les utilise vraiment pour voir les gros problèmes, les grosses erreurs. Mais l'évaluation fine, elle reste à la main parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est fou qu'on se fasse prendre à ce piège-là nous-mêmes, mais en fait, c'est assez facile de se prendre les pieds dedans. C'est un biais cognitif, et les biais cognitifs, on sait tous qu'on a du mal à y échapper. Ouais, j'ai vraiment l'impression que l'évaluation, ça reste à la main pour tout le monde, quoi. L'évaluation par un modèle, ça pose vraiment beaucoup de... C'est pratique, ça fait gagner du temps, mais c'est pas fait. Enfin, faut vraiment s'en servir avec précaution. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui, moi j'ai une anecdote, c'est que c'est tout neuf quand même cette technologie et on a beau la connaître, on a beau être dedans, c'est très nouveau l'IA générative parce que c'est la première fois qu'on a une IA qui fait des choses dont on ne sait pas ce qu'elle va faire. Jusqu'à présent, les IA, c'était des IA très supervisées quand elles étaient bonnes et elles étaient entraînées pour faire une tâche et on n'avait pas de grosses surprises. On pouvait être surprise par la qualité. Quand les IA ont battu les radiologues pour détecter des tumeurs, on était bluffés, mais on savait qu'elles étaient entraînées pour détecter des tumeurs. Et là, c'est la première fois qu'on se retrouve avec une approche boîte noire et qu'on est en train tous essayer de voir ce qu'elle peut faire. Et on reste un peu émerveillés. Et moi, j'ai eu ça. Donc, à un moment donné, on avait des vidéos, on les transcrivait pour les mettre dans notre rag, là. Et on avait besoin d'identifier les speakers. Et je me suis dit, comment je peux identifier les gens? Puis dans la vidéo, tu avais une cartouche avec le nom du speaker. Et là, je me suis dit, maintenant, GPT-4, là, il sait lire les images. Est-ce que je peux pas juste filer une image GPT-4 et lui dire, dis-moi, c'est qui le speaker? Ça marche très, très bien. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, bêtement, j'ai pris une image toutes les 5 secondes. Et puis, je dis à GPT-4, dis-moi s'il y a un nom de speaker et dis-moi quel est le nom. Et ça m'a identifié mes 30 vidéos de 15 minutes. Ça a été un peu long, mais ça a marché tout seul. Et du coup, moi, je fais beaucoup du texte, je vois beaucoup d'images. Et c'est génial. C'est ce que montre l'IA, c'est que d'un coup, j'étais comme un gamin. Parce que moi, j'ai juste posé une question à une IA et elle m'a donné une réponse qui était suffisamment fiable pour me résoudre mon problème. Et ça reste, on reste émerveillé à chaque fois par la puissance de ces IA qu'on découvre tous les jours. Et voilà, c'est vraiment des monstres qu'il faut qu'on apprenne à dompter. Voilà. Ok, et est-ce que tu as une opinion à nous partager? Moi j'ai une opinion assez forte. Je pense que c'est quand même une vraie révolution, cette IA générative. Alors on n'est pas à l'IA générale, voilà, mais malgré tout, ça va tout perturber, ça va modifier certains métiers, ça va en rendre certains moins nécessaires. Juste
Donc, par exemple, dans les traducteurs, on va toujours avoir besoin de traducteurs pour les textes légaux, mais sur la traduction fine, sur la traduction au quotidien, on a moins besoin d'eux. Donc, il y a beaucoup de métiers qui vont être moins nécessaires ou qui vont être transformés. Même pour des métiers manuels, on voit ce que ça donne sur un ajout robotique, IA générative, c'est assez bluffant. Donc, il va y avoir des transformations de société assez importantes et on a besoin d'y réfléchir et de s'y préparer. C'est-à-dire, si on veut qu'on fasse ça, si on veut qu'on fasse ça bien et que ça profite à tout le monde, plutôt que ça profite toujours à quelques-uns et que ça en laisse beaucoup sur le carreau, il y a vraiment une question de comment, en tant que société, on s'empare d'une technologie aussi disruptive. Et donc, on n'a jamais eu autant besoin de discuter, de délibérer. Et donc, nous, chez Make More, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de donner des outils qui permettent la réalisation de ce débat et faire en sorte que ça sert. Et on essaie d'utiliser l'IA de façon intelligente pour que ce débat puisse se faire. Mais vraiment, avec l'IA générative, tout comme le changement climatique, on est face à des changements majeurs de société. On n'a jamais eu autant besoin de discuter, de délibérer. Et c'est important que tout le monde s'en saisisse. Moi, j'étais allé au CESE, notamment, pour en parler. Là, il va y avoir un cycle délibératif du CESE sur l'IA. Il faut vraiment que tout le monde commence à réfléchir à comment on fait ça et comment on fait évoluer la société pour que ce soit positif pour tout le monde. Ok, alors est-ce que je peux te demander un nom de quelqu'un que tu aimerais entendre sur Data Driven 101 dans le futur? Oui, alors j'ai essayé de chercher un nom qui ne soit pas un nom évident, parce qu'il y a tout grand. Et j'aimerais bien entendre Cyprien Mélin de Dict.ai. D'accord. Il a fait un truc assez sympa, une application qu'on a tous envie d'avoir. Tu prends ton téléphone, tu le poses sur la table, tu enregistres ce qu'il dit dans une réunion et ça te fait un résumé. C'est une application assez logique de l'IA. Mais bon, je pense que techniquement, c'est pas si évident. Hein. Tu es dans une pièce, comment tu as plusieurs interlocuteurs, tu es avec un micro de smartphone. Rien que récupérer la transcription correctement, c'est pas évident. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi un bon résumé? Ils ont pas mal réfléchi à des analyses qu'on peut en faire pour comment on peut te résumer efficacement et de façon utile la réunion. Donc voilà, je pense qu'il y a des beaux défis techniques, ça serait intéressant à entendre. Merci beaucoup, David. Merci, Marc. Vous venez d'entendre David Mas, Chief AI Officer chez Make.org.